Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant étudier le rayonnement du corps noir. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente le rayonnement thermique en général et on a étudié sa composition globale, nombre de photons, quantité d'énergie totale, etc. Nous ne nous sommes pas vraiment occupés de la répartition de ce rayonnement en fonction des longueurs d'onde ou de leur fréquence. Donc voyons maintenant ce que ça donne. Alors nous avons vu, avec les formules que nous avons vues, qu'une petite quantité de dn des niveaux occupés est simplement donnée par 2 sur h cube fois d cube r pour le rayonnement occupé dans un petit volume de données, un petit volume d cube r, d cube p, donc pour des photons ayant une impulsion très proche dans un petit volume d'impulsion P, divisé par E exposant bêta Cp, bêta epsilon, pardon, l'énergie, moins 1. Et l'énergie est donnée par C fois P. Ça, on l'avait vu. Alors, on peut intégrer sur la position, ça donne simplement le volume. Et on peut utiliser la relation que l'énergie d'un photon, c'est h nu, pour obtenir la répartition en fréquence. On obtient que la répartition en fréquence est simplement 8 pi v sur h cube fois nu au carré d nu. Oh oui, pardon. On intègre sur le volume ce qui donne V, mais on intègre également sur toutes les directions possibles pour n'avoir plus que la grandeur de l'impulsion et donc on utilise la relation ici pour avoir la fréquence. C'est de là que vient le nombre pi, divisé par E exposant bêta h nu moins 1. Et en multipliant ceci par h nu, on obtient la densité d'énergie, ce qu'on appelle la densité d'énergie spectrale, c'est-à-dire la quantité d'énergie par petit intervalle de fréquence d nu. Alors, cette loi, c'est la loi de Planck, la loi du rayonnement du corps noir découvert par Planck. Alors Planck n'a pas du tout procédé comme nous venons de le faire. Il ne connaissait pas la mécanique quantique. Nous avons utilisé une présentation plus moderne. Nous sommes partis de la représentation avec les bosons et pour avoir le rayonnement thermique, et nous avons déduit la loi. Alors, en intégrant sur toutes les fréquences, on obtient la quantité d'énergie totale, on divise par le volume, pour avoir la densité d'énergie par unité de volume, on obtient 8 pi 5 k 4. Alors à nouveau, je ne fais pas le calcul de l'intégrale, trop compliqué, et ça fait en plus appel aux fonctions de zeta. 15 h cube c cube. Et ceci, avec la constante A que nous avions vue, ça donne AT4. On retrouve la loi que nous avions vue dans la vidéo précédente. Alors, la loi de Planck, à l'époque, n'était pas la première tentative d'expliquer le rayonnement du corps noir. Il existait 2 lois, et la loi de Planck a réussi une unification de ces 2 lois. Il y avait d'abord la loi de Rayleigh-Jeans et la loi de Vienne. Alors, Rayleigh-Jeans ont utilisé la physique statistique, mais sans la quantification. Donc, Planck a eu l'idée de la quantification h nu pour l'énergie des photons. Mais sans cette quantification, on trouve
une loi UNU. Donc la densité spectrale est égale à 8pi kt sur c au cube fois la fréquence au carré. Et pour la densité spectrale. Alors, ceci est équivalent à la loi de Planck quand on fait tendre la constante de Planck vers 0. Donc on fait comme s'il n'y avait pas de quantification. Et elle conduit à la fameuse catastrophe ultraviolette, à savoir que pour des fréquences très grandes, la densité augmente indéfiniment. Elle est donc valable que pour des fréquences petites, c'est-à-dire de grandes longueurs d'onde. Vienne, lui, avait procédé autrement, et par divers raisonnements, il avait montré que la loi du rayonnement devait suivre une certaine loi d'échelle. Il avait montré que nu devait avoir une forme comme t cube fois une certaine fonction de la fréquence sur la température. Ou bien qu'elle devait avoir la forme fréquence au cube fois une certaine fonction de la fréquence sur la température. À noter d'ailleurs que la loi de Planck obéit à ces relations-là. Donc Wien ne s'était pas trompé. Malheureusement, ce raisonnement était insuffisant pour trouver les fonctions f et g. Donc il s'est basé sur les données expérimentales et il avait trouvé que nu devait avoir la forme d'une certaine constante a fois nu au cube fois l'exponentielle de moins b, une certaine constante, nu t. Sous t, pardon. Et cette loi était valable pour des fréquences, des grandes fréquences, des petites longueurs d'onde, à l'inverse de la loi de Rayleigh-James, alors que aux grandes longueurs d'onde, il y avait des écarts notables. En utilisant la loi de Planck, en faisant donc la limite nu très grande, on trouve que A est égal à 8πh sur c cube, et que B est égal à H sur K. Et la loi que l'on trouve, ce n'est rien d'autre que la loi de Planck avec le moins 1 en moins. C'est donc en fait la forme que l'on obtient avec la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée. Donc à l'époque de Vienne, elle n'était pas connue. Et le fait qu'elle n'est pas tout à fait juste montre que le comportement de boson des photons est important et dont on doit en tenir compte. Alors, si on note x, la grandeur h nu sur kt, et si on note y égale h cube c cube divisé par 8πk au cube fois u nu sur t cube, alors là, avec ces nouvelles variables x et y, la loi de Planck prend une forme générale, universelle. Y est égal à x divisé par e exposant x moins 1. Elle a ainsi une forme universelle qui ne dépend pas de la température ou de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment une loi totalement générale et universelle. On peut tracer un graphique en variable xy. La loi de Planck prend la forme d'une courbe en cloche avec une queue. Et si on regarde la loi de Rayleigh-Jeans et la loi de Vienne, on voit que la loi de Rayleigh-Jeans
est correct aux grandes fréquences qui se situent, aux petites fréquences qui se situent ici, et file malheureusement vers l'infini. Elle s'écarte. Et la loi de Vienne, elle, a des écarts notables à basse fréquence, et puis à haute fréquence, à des petites longueurs d'onde, elle colle à la loi de Planck. Voilà, pour comment on obtient la loi de Planck. Alors, nous allons voir maintenant, plutôt dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante, pardon, dans la vidéo suivante, nous allons voir comment on étudie ce rayonnement. Parce que la densité d'énergie spectrale, ce n'est pas quelque chose de facile à mesurer. C'est difficile de mesurer la densité d'un rayonnement dans un petit volume, dans une cavité spectrale, dans une cavité de rayonnement, par exemple. Donc, on préfère étudier le rayonnement qui est émis et que l'on capte avec un dispositif, un capteur quelconque. Donc, nous verrons comment, en pratique, on procède et les résultats que l'on obtient ainsi. Je vous remercie.